Bien, bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous incontournable de 12h30, enfin il est 12h34, donc on vous a volé 4 minutes, mais on va les rattraper tout à l'heure. Nous sommes avec vous donc jusqu'à 14h, on va recevoir dans l'ordre tout de suite Karine Baylieu qui est psychologue, bonjour. Bonjour Dominique. Henri Dorol qui est membre du CIPN, qui est au 30e anniversaire, bonjour. Belle bonjour. Merci d'être avec nous. Un peu plus tard, Christelle Martial, elle est journaliste à Guadeloupe Première, viendra avec nous, on parlera de son métier en période de pandémie. Ensuite, on recevra une communicante, Marine Fleury, la directrice de la communication de la ville de Sainte-Anne, sera avec nous. Et puis, on va terminer avec docteur Pierre Justin, qui est déjà là, avec qui on va parler de quelque chose d'assez particulier. Ça s'appelle l'iatrogénie. Vous savez ce que c'est? Moi, pas. Ben, je l'ai appris tout à l'heure. Et puis, on va terminer avec Sandy Kelly, qui est notre chroniqueuse du jeudi. On fera un petit point avec elle sur le look des femmes, une femme qui fait du relooking, exactement. Sinon, pour l'actualité, comme chaque jeudi, on fera le point Covid. Les nouvelles ne sont ni bonnes ni mauvaises depuis quelque temps, mais enfin, vous entendez tout à l'heure le préfet et l'ARS. Visite de M. Losbar, c'était hier à la Désirade avec Charlie Dagonia. L'Office de l'ONF sont désormais partenaires, c'est pas trop tôt. Et puis une petite visite du réseau électrique des Abîmes avec le CIMEG, et cela avec Nicolas Attier. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL News en direct de Canal 10, de C10 FM, de RHT et aussi sur le Facebook Live, puisque vous pouvez nous rejoindre et intervenir par Facebook si vous le souhaitez pour commenter. Je sais que vous ne vous gênez pas. Alors, Monsieur Dorol, on peut commencer par la dame? Mais priorité à madame là, pas de problème. Bon, pas de problème. Bon, alors, madame la psy, aujourd'hui on parlera de quoi exactement? Alors, aujourd'hui, d'abord, vous vous souvenez, la dernière fois que je suis venue, on a parlé du fait que la politique actuelle, sanitaire et sociale, génère un stress chronique qui épuise nos ressources internes. Et il y a une fatigue psychique qui s'installe, nous devenons plus sensibles et nos failles, nos traumatismes du passé se réveillent. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer à partir du modèle de l'attachement affectif pourquoi réagissons-nous différemment face à une situation de stress intense. Ben ça, c'est intéressant de savoir, puisque beaucoup de gens sont stressés, mais ne sont pas du même, on peut dire, on n'a pas le même comportement face au stress. C'est ça. J'en sais quelque chose. Alors, comment expliquer ça? Alors, il y a un psychanalyste, John Bowlby, qui est décédé dans les années 90, qui, dès les années 60, a décrit différentes façons dont nous organisons notre attachement affectif en fonction de la manière dont nous vivons nos premières séparations, nos expériences donc de séparation avec nos parents, nos nourrices, etc. Et selon la façon dont nous nous adaptons à celle-ci. Parce que la manière dont nous allons nous adapter à la séparation, eh bien, c'est ce qui va constituer la base de notre sécurité intérieure. D'accord. Et pour pouvoir gérer le stress, j'en avais parlé la dernière fois, lorsqu'on est très stressé, eh bien, on a tendance à régresser, à essayer de retrouver en nous de la sécurité pour pouvoir nous adapter. Et donc, en fonction de ce qu'on va retrouver en régressant, du type de la manière dont on aura été structuré, eh bien, on va réagir différemment. D'accord, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, tous les enfants du monde, bien sûr, ont à surmonter l'angoisse de séparation. Et il y a une petite vidéo, d'ailleurs, qui... l'enfance pas à pas, on va voir ça tout de suite. Les spécialistes de l'attachement se sont demandé si d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, les bébés réagissaient de la même façon. Karine et Klaus Grossmann ont pratiqué les mêmes expériences à travers le monde, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les enfants sont très longtemps portés près du corps. Also die
La mère est sortie de la pièce et du coup l'enfant est totalement perdu. Il a perdu sa base de sécurité. Il ne peut plus jouer. Le monde pour lui est tout à coup devenu sinistre. Il ne peut plus s'orienter. Il n'éprouve plus aucune joie avec ses jouets parce qu'il lui manque la sécurité, la protection. Ce déroulement est toujours identique. Un enfant joue bien quand sa maman est près de lui. Il joue toujours moins bien quand la maman n'est plus là et il joue très mal quand il est tout seul. Et quand la maman revient, il doit d'abord être calmé avant de pouvoir reprendre son exploration. Ce déroulement, nous l'avons constaté dans toutes les cultures à travers les études que nous avons faites, au Japon, aux États-Unis dans les années 60 ou en Allemagne. C'est comme cela partout. Les chercheurs ont aussi pu vérifier que le pourcentage d'enfants bénéficiant d'un attachement sécurisant est le même partout dans le monde. À 1 an, 65% des enfants seulement savent qu'ils peuvent exprimer leurs émotions et compter sur un soutien quand ils en ont besoin. Alors, quelle conclusion on peut en tirer? Alors, on voit que la manière dont la mère va consoler l'enfant, ça va lui permettre de surmonter l'épreuve de la séparation. Oui. Et la manière dont la maman va interagir va du coup générer des réactions différentes chez les enfants. D'accord. Et alors cette phase-là, c'est ce qui va aussi apprendre petit à petit. L'enfant va bien sûr apprendre de mieux en mieux à surmonter la séparation. Et c'est ce qui va lui permettre d'apprendre à travailler seul. Et d'abord, il faut qu'il soit en capacité de jouer seul. Et c'est aussi ce qui fait que chez certains adultes, il y a des adultes qui vont se sentir très vite, très facilement à l'aise seuls, et d'autres qui vont avoir besoin d'une présence. D'accord. Et l'enfant, donc, il acquiert, lui, les bases de la confiance en lui et du sentiment de sécurité. Même à cet âge-là. Même à cet âge. Ah, c'est à cet âge-là que tout se construit, en fait. Tout se joue. On peut toujours continuer. C'est comme quand on construit une maison. Il y a les fondations et puis après, il y a les murs. Si on a loupé quelques petits éléments au niveau de la fondation, on va essayer de se rattraper avec des étais, avec le ferraillage, avec les parpaings. Voilà, on va... mais les fondations, c'est à cet âge. Et comment ça se traduit chez les adultes, alors? Alors, je vous invite... il y a 4 types d'attachement. Il y a un attachement sécure, où l'adulte est sécurisé, on va voir ça, et 3 types d'attachement insécure. Alors, pour que je vous explique, on a une petite image, l'image 1 du modèle affectif. Oui, voilà. Voilà. Donc, vous voyez en haut de votre écran l'attachement insécure évitant. On dit aussi distant ou anxieux. Alors celui-là, il a été fait d'expériences de rejet ou d'indifférence. Et finalement, l'enfant se construit en pensant ne rien pouvoir attendre des autres. Donc une fois adulte, eh bien, ce sera quelqu'un qui va manquer de confiance en lui, un manque de confiance qu'il peut masquer derrière une forte estime de lui. Il y a des personnes qui pensent au contraire, ils vont avoir un côté un peu mégalomaniaque, ils vont se décrire comme étant très en confiance, mais en fait, c'est le contraire. Ça masque un manque de confiance en soi. Et une difficulté à faire confiance à l'autre. Oui. Et alors, dans une situation de stress, eh bien, ces personnes-là vont plutôt chercher à éviter les conflits et à taire les émotions et à se réfugier dans leur monde. Donc, ils vont éviter l'autre. Alors après, il y a l'attachement insécure, ambivalent. Alors là, généralement, l'enfant aura eu des expériences un peu incohérentes, alternant entre l'abandon et l'étouffement affectif. Donc des parents qui sont ou trop présents, ou au contraire, à un moment donné, pas assez. Alors adultes, ça fait des personnes qui vont être plutôt préoccupées, dépendants sur le plan affectif, et en quête de réassurance permanente. Et alors, dans une situation de stress, eh bien, ils vont être angoissés à être laissés seuls à eux-mêmes. Ils vont pouvoir aussi parfois être impulsifs, ils seront parfois impulsifs et faire preuve aussi d'agressivité. Mais l'angoisse va apparaître. Alors, on a un troisième type d'attachement insécure, le type d'attachement insécure désorganisé.
Là, les expériences de l'enfant auront été des expériences de réaction excessives et imprévisibles. Ce sont des fois des situations qu'on retrouve notamment lorsque les enfants ont des parents toxicomanes, par exemple, ou alcooliques, qui, du coup, ont des réactions imprévisibles et qui peuvent être complètement inadéquates aux besoins de l'enfant. Alors là, à ce moment-là, l'adulte va plutôt être craintif et il aura tendance à avoir des réactions de sidération. Il peut y avoir aussi des troubles cognitifs qui s'installent chez l'enfant et chez l'adulte. Et lors de situations de stress, eh bien, ces adultes vont plutôt être confus. Ils n'auront pas vraiment de stratégie pour surmonter le stress. Ils n'auront pas appris de stratégie pour y faire face. Et donc, tantôt, ils seront dans la fuite, tantôt dans le rapprochement. Alors, bien évidemment, la majorité des personnes réussissent à créer, à développer un attachement sécure. Quand même, il y a une bonne méthode, quand même. Oui. Ah bah oui, quand même. Oui, d'accord. Bon, après, une bonne méthode, vous savez, en fait, ce sont des méthodes suffisamment bonnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode idéale, il n'y a pas de méthode parfaite. Il faut quand même gérer le stress, quand même. Il faut apprendre à gérer son stress. Oui, voilà, c'est sûr. Mais chacun va le gérer différemment. Et même chez les personnes qui ont un attachement sécure, eh bien, il y a deux façons de l'avoir, cet attachement sécure. De manière innée et de manière acquise. Et alors, pour les personnes donc innées, c'est qu'en fait, pendant l'enfance, tout s'est relativement bien passé. Les réponses de l'entourage étaient adéquates, ont été bienveillantes. Vous voyez, c'est important quand le parent revient, non pas qu'il s'énerve sur son enfant, parce que c'est chose qu'on a tendance à faire. Mais pourquoi tu pleures? Je ne suis pas partie longtemps, j'étais aux toilettes. Parce qu'au début, à 1 an, c'est ça, les enfants pleurent des 30 secondes dès que le parent s'éloigne. Alors que si on revient et qu'au contraire, on le rassure, on lui dit « Regarde, j'étais pas loin », qu'on lui parle pendant qu'on s'éloigne. On lui dit « Je suis à côté, dans la pièce, donc à côté ». On le sécurise. On le sécurise. Et donc là, la relation de confiance s'établit. Mais s'établit aussi un fort sentiment de loyauté envers ses parents. Et du coup, pendant les situations de stress, ce sont des adultes qui vont réussir à fonctionner, à trouver la sécurité en eux, mais aussi qui vont faire confiance en l'autorité. Et pour eux, une autorité, les parents, donc, leur veulent forcément du bien. Donc ils ont beaucoup de mal à penser qu'une autorité puisse parfois leur vouloir du mal. Or, dans la vie, il n'y a pas que des gentils. Oui, c'est Et clair. du coup, pour eux, il est impensable qu'il en soit autrement. Ils ne doutent pas et ne remettent pas en cause le discours. Donc ces personnes-là vont faire confiance à l'autorité. Ce qui fait que si l'autorité leur joue des tours, eh bien finalement, ils vont avoir tendance à essayer de tout faire pour surmonter le stress, mais sans se protéger en s'extirpant de la situation toxique. Ils vont croire que ce qu'on leur dit, c'est vrai. Et alors, par contre, ceux qui auront acquis ce sentiment de sécurité, parce que lorsque enfant, il y a eu des petits bugs, insécure évitant, insécure ambivalent notamment, eh bien, les expériences de la vie, plus tard, comme j'ai dit, on peut venir compenser. Même s'il y a une petite fissure dans les fondations, on peut venir reboucher. Alors, du coup, on acquiert... Ce sont des personnes qui ont fait l'expérience que les adultes, finalement, n'étaient pas toujours des personnes de confiance, que les adultes pouvaient les tromper. Alors, eux, finalement... ils savent que les figures d'autorité ne nous veulent pas toujours du bien. Et ce sont des personnes qui, adultes, vont être beaucoup plus curieux et vont avoir tendance à se poser des questions et avoir besoin, pour pouvoir appliquer une règle, de la comprendre et de la trouver justifiée. Donc ça fait des personnes qui vont peut-être pas toujours se plier aux règles de la même manière que ceux qui auront été finalement en confiance dès le début. Alors, juste une petite question avant de terminer. Est-ce que le psy arrive à déterminer toutes ces postures, entre guillemets? Oui, bien sûr. On arrive en échangeant avec la personne. Puis la personne, elle nous explique aussi comment elle vit la situation, comment elle vit le stress. Donc, on arrive à repérer. Et pour bien comprendre, il y a pour finir, éventuellement, une dernière image, l'image 2 du modèle de soi, qui a été... voilà, alors là, vous voyez, il y a deux flèches. Celle qui est verticale,
c'est celle qui détermine le degré d'anxiété. Oui. Et l'horizontale, quand on part vers la droite, ce sont des personnes qui sont plutôt dans l'intimité, c'est-à-dire qu'elles sont proches des gens, dans une relation proche, alors qu'à gauche, c'est l'évitement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les autres nous veulent du mal, et donc on s'éloigne un peu plus des personnes. Et alors, on retrouve différents types de personnalités. On retrouve la personnalité évitante. Oui. Alors, eux, généralement, ne seront pas forcément angoissés, les évitants, puisqu'ils fuient le conflit. Oui. Ils ne cherchent pas à rentrer en conflit, mais du coup, ils fuient les gens. Les gens peuvent m'apporter du problème. Oui. Alors, pas forcément parano, parce que le parano, il est pas rassuré, le parano. Oui. C'est encore autre chose. Non, l'évitant, lui, il se dit, il n'y a que sur moi que je peux compter. D'accord. Oui. Voilà, tu vois, les autres, voilà, c'est moi-même qui saura trouver mon chemin, qui saura satisfaire mes besoins. D'accord. Voilà. Alors que vous avez le craintif, qui lui aussi évite la relation à l'autre. Lui, il est en bas à gauche. Le craintif, par contre, lui, il va être inquiet. Lui, il va se penser sans valeur, sans importance pour les autres, mais il va percevoir les autres comme n'étant ni disponibles ni aidants. Donc là, lui, il a un peu peur des autres parce qu'il ne se sent pas en confiance. Et de l'autre côté, du côté donc des personnes qui vont aller vers les autres, eh bien pareil, il y a la personne qui va être sécure, qui va être peu anxieuse, qui sait qu'elle a confiance en elle, elle sait sa valeur, elle sait ce qu'elle vaut, et du coup, elle se dit que les autres eh bien, peuvent l'aider si besoin. Et puis de l'autre côté, il y a la personne donc préoccupée qui, elle, pense avoir une importance négative pour les autres, et elle attend d'eux un retour positif. Et là, ce sont les personnes qui vont toujours avoir besoin de chercher à être aimées, en fait, de chercher à plaire. Oui. Voilà. Voilà un petit peu Alors, les éléments. juste un mot, on termine là-dessus. Alors, le bon modèle, finalement. Alors, moi, je dirais que le modèle qui me paraît le plus intéressant, c'est celui qui permet de se sentir sécurisé, mais qui permet aussi de savoir que dans la vie, finalement, eh bien, on peut parfois faire confiance, mais parfois, il faut aussi savoir faire preuve de discernement pour pouvoir remettre en question un petit peu ce qu'on nous dit ou la manière dont on agit. Tout le monde ne nous veut pas du bien. D'accord. Surtout dans un pays colonisé. Voilà, 12h51. Merci, Madame la psy. On passe tout de suite à Monsieur Derol. C'est le 30e anniversaire. C'est le 30e anniversaire à CIPN. Alors, pour les gens qui passent à CIPN, qu'est-ce que ça y est exactement? En termes de gérer littéral, c'est Comité international des peuples noirs. D'accord. Bon. Alors, philosophiquement, c'est en ouverture et je dirais, en forme de protection concrète, morale, juridique aussi, des peuples noirs, parce que les peuples caucasiens ou les peuples blancs, ils ont ni défense à eux, ils ont ni possibilité à eux de comporter face à une injustice, alors que les peuples noirs, depuis un temps en temps, jusqu'à jour des jours, eh bien, nous pas ni pour protection, pas même qui occupé de nous. Donc, le CIPN créé donc il y a une trentaine d'années pour justement faire face à ces bitenasa. Alors, pour 30e année à CIPN, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors, évidemment, avec M. Covid, ne peut pas faire con, il y a 50, et puis 50 ans font grand militaire, nous avons 50 ans pour changer, nous avons grand militaire au Maroc, avec Américains, Colombiens, qui étaient vraiment, c'était extraordinaire. Bon, là, nous avons mêlé, donc, vu que nous mêlés, nous avons fait un webinaire. C'est ça, il est en mode moyen là. Oui, quand ça est en mode. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'intervenants qui sont tout partout dans le monde, parce que nous, c'est IPN. Nous avons intervenants, nous sommes en train d'être intérieur. Nous avons intervenants Martinique, nous avons intervenants Bénin, nous avons intervenants Sénégal, nous avons intervenants, évidemment, Guadeloupe aussi. Et Martinique aussi. Martinique aussi. Oui, Martinique aussi. Oui, Martinique, nous avons Germanie, Martinique. Donc, mais tout ça, ça qui est fait en l'écran. En ordinateur, nous. Voilà, en l'écran. Mais tout ça qu'a fait, Sambila a fait, des paroles a fait en Guadeloupe, Zabim,
Ouais. Et là, nous avons 20 de monde parce que nous ne pouvons pas, là, nous ne pouvons pas ni plus que 20 monde. Ouais. T'as mêlé. Nous avons 20 de monde, donc nous invités, nous avons évidemment CIPN, quelques monde à Mio et Guadeloupe. Nous sommes là. Et puis, toute la population qui peut rentrer, évidemment, suivre ça sur Instagram. Ça est fait. Alors, qui est le thème principal à l'Assemblée là, ça, même si c'est webinaire? Alors, le thème principal là, à l'Assemblée là, c'est que, disons, mettre un peu en évidence. Question à les réparations, c'est ça? Voilà, ouais. C'est ça. C'est-à-dire, le thème là, c'est quelle réparation qui force la réparation dans le XXIe siècle. D'accord. C'est-à-dire que nous avons, depuis tant nous avons fait le XXIe siècle, nous avons fait procès, nous avons tout été bitin. Donc là, le thème là, c'est que au XXIe siècle, quel est l'apport qui j'en nous a organisé nous au niveau des réparations au XXIe siècle. Oui. Compte tenu que nous avons fait le bitin. Oui, bien sûr. Depuis 30 ans quand même, oui. Nous bien savons, voilà, au XXIe siècle, qui j'en nous a débattre en XXe siècle au niveau des réparations. Ça veut dire que le combat là pas fini. Mais un combat là pas fini. Combat là pas fini. Nous avons nos procès. Oui. Mais chaque fois que nous faisons un procès, le procès là, il n'est pas qu'à bout. Oui. Il n'est pas qu'à bout, mais ça très simple à comprendre. Il n'est pas qu'à bout parce que les juges, c'est eux qui mettent nous en situation là ça. Tout à fait. Donc, on ne peut pas, moi, si je suis en Rabat ou en Goyette, ou quand je demande une explication, que vous ferez là bien gentil. Mais c'est vous unique, Comprenez. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas. On a avancé. Oui. Parce que l'on regarde dans le monde dont le bilan a fait. Oui. Mais ça pour ça. Mais on TV quand même, on dit, c'est que depuis quand l'idée à réparation là, ils vont se tirer quand même un pays là en Guadeloupe, moi-même j'ai eu l'occasion dans des pays en Caraïbes là, où là aussi questions à réparation sont questions qui, qu'on va dire en français, à l'ordre du jour. Mais oui, c'est-à-dire que le CIPN, ça a été, disons officiellement, ces mouvements-là qui mettent ça vraiment à l'ordre du jour. Il y a 30 ans. Bon. Et là, on voit CIPN fait. Il fait pas rien. Il fait la Bana, l'Ukrainette, il avait Garcin Marsa. Père Ward aussi. Maître Ward. Et puis d'autres monde. Il y a au moins dizaines. On a tout ça. On a les principaux. Guadeloupe, Martinique. Et Ward Tardin, évidemment, Maître Ward, défunt Maître Ward. Donc, ils mettent en place le CIPN et ballon intellectuel là, ça. Et là, on voit chaque notre pays ailleurs. Il dit, bon, eh bien, Marseille, nous regardons CIPN, c'est lui qui nous regarde les CIPN, et Garcin Marseille, Martinique, il dit, bon, mais nous avons fait MIO, Mouvement international de réparation, parce qu'il trouvait que, en cas de supposé, mais en fait, il y a une explication là, dimanche. En cas il a trouvé qu'il faut plus précis, CIPN, ouvert, donc il dit qu'il faut nous faire des réparations parce que nous avons problème de réparation, là, il faut nous faire. Donc ils mettent bon balance sur ça. Et à dans balance là ça, eh bien, on l'a CIPN créé parce que du premier Martinique, on l'a balance. Donc nous avons fait 2-3 convois en Afrique. Et en Afrique, nous créons Interveillot, nous créons Miu Sénégal, Miu Bénin. Et puis, nous apprenons d'autres ballons. C'est justement ça qui est fondamental, c'est que si on veut qui partit côté nous qui subit l'esclavage, et petit à petit, nous fait les peuples africains comprendre ça aussi. Voilà, nous fait les peuples africains comprendre ça, et à présent, eh bien, ça vient mondial. Oui. Et en 2013, CARICOM a dit ça, et CARICOM dit, bon, les hommes, eh bien, nous capables d'autres aussi en force. Ouais. Mais pour ça, il faut d'autres créer en mieux tout partout. Ouais. À part Yankee, Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout partout. Et donc, ça encore, avec l'aide du CARICOM, avec droit. Donc, on but tentaculaire, on but qui a ouvert. Et international. International. Et justement, dans les perspectives du XXIe siècle sur les réparations, en cas pensé, enfin, en tous les cas, en son souhait, que mieux imposer piste au niveau international.
CIPN. Surtout CIPN, c'est CIPN. Parce que le problème à CIPN, mais que nous avons réglé, c'est qu'il y a un problème de communication. Parce que nous avons l'habitant que nous avons en Guadeloupe. Et nous avons l'habitant que CIPN a fait en Guadeloupe. Mais nous ne pouvons pas montrer qu'à nous faire. Ouais. Donc, c'est pour ça que faut ces gens-là venir brancher pour le 6, parce que là, nous avons un petit film qu'au moment nous, José Henry fait, qui est très très bien fait, et là, justement, il cabale toutes les origines à CIPN, et tout ça, CIPN a fait. Tout décattement. Tout décattement. D'accord. Ça a fait, on bit à 20 minutes. D'accord. 20 minutes. Hein? Bon, ça peut-être mon qui peut prendre ça long, il n'est pas long. Parce qu'il est bien fait, il est bien organisé, et vraiment, avec un petit document document. Hein? Donc là, ça va permettre la population, et la population Guadeloupe, il faut approprier de ces bidons, ça va rentrer dans le patrimoine à nous. Hein? Absolument. Hein? Et là où on voit, regarder ça, on va comprendre, on va avoir cheminement et évolution à CIPN. Donc rendez-vous le 6 février à partir de qui est? Alors le rendez-vous le 6 février à partir de l'exact, à partir à pas parler de l'accueil l'accueil Wanou, hein, l'accueil Wanou qu'a fait continuer vers. Mais au niveau du webinaire, c'est à partir du côté à partir de 10h matin. 10h matin. 10h matin. Oui, parce que 10h matin. 10h matin, eh ben nous avons commencé à 10h matin. 10h matin, bon, présidente là et Lick et Malsa, ils ont fait une petite présentation. Et après, nous avons rentré dans diffusion à film là, côté 10h30. Un très bon film, il faut regarder. Hein. Et à partir de 10h moins de quart, là, il y a une intervention à des différents participants. Alors, rapidement, encore parler des participants, il y a Jean-Jacob Bicep. Oui. Pendant 10 minutes hein, Jean-Jacob Bicep, qui nous avons souvent ensemble, qui est Evita Chevry, qui est mon connaissant un avocat. Alors, ça qui est important aussi à dire, c'est que nous avons qu'il avocat. Le roi nous habitons machin, le roi nous a fait et procès à nous ni Chevry, nous ni Aristide, nous ni Islin aussi. Islin, nous avons tata. On dit Niabo. Nous Niabo. Et il y a un bon travail. Et il y a déplacé. Il y a monté Guadeloupe, Martinique. Donc c'est important ça. Nous ne pas tout seuls. Après nous avons aussi Germanie qui nous connaît aussi, son avocat Martinique, et qui d'ailleurs qui a des relations très étroites avec le Bénin, parce qu'il y a au Bénin, il y a fait consacré en tant qu'habitant et en tant que membre béninois. Ce sont qui très branchés sur réparation, c'est une métamagnoque à réparation en tant qu'avocat, mais ils sont lourds avocats aussi, là où il y a une manifestation qui est là. Kenny d'intervention africaine. Kenny Lokana Oudago. Le Lokana Oudago, c'est un béninois. Oui. C'est un qui a fait un livre, et qu'on l'a lu sur les réparations, et donc monsieur qui est aussi nous des 4 mois, et nous ni après en dernier lieu nous ni Matumbo Kayana qui du Sénégal, et c'est Bougou aussi qui est parlé de la Suisse. Parce qu'en Suisse, c'est montant l'école à afro-descendants, c'est bon monde aussi. Donc nous avons quand même un certain nombre d'intervenants très importants et très intéressants. Un dernier mot pour les gens qui regardent, qui message au TV, qui comprennent pas rapport à la réparation, parce que ni les gens qui connaissent, mais ni les gens qui ne connaissent pas. Oui, c'est sûr. Alors, pour les gens qui connaissent, bon. Il y a là, regarder évidemment, et il y a venir inscrire. Pour les gens qui ne connaissent pas, eh bien, ça fait prend conscience que nous sommes en situation en tant longtemps, et je dis que l'environnement des réparations du jour, à part demander l'argent souple, c'est simplement ce sont une réparation qui peut être pour l'instant pour définir, mais c'est une réparation qui est intellectuelle, une réparation qui est financière aussi évidemment. Donc, et puis c'est surtout son prise de conscience. C'est ça qui est important. Il faut nous prendre conscience. Tant que nous ne prenons pas conscience, ça nous fait, ça fait nous, on nous fait. Et pour qui nous commander, nous ne pas commander l'histoire demander. Nous commander parce que c'est son droit. Son exigence.
Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est un message à ça. Gardez, et là, regardez, rentrez en tête, réfléchissez bien, et puis après, vous dites, ah ouais, eh bien, encadrer, là, on encadrer, personnellement, intellectuellement, encadrer le mouvement là. Et ça, c'est un élément qui est très important. M. Moukdoural, nous disons merci. Rendez-vous donc le 6 février à partir de 10h. Voilà, rendez-vous, donc c'est dimanche, alors dimanche donc, en web là. Ouais. Et pour les gens qui sont invités, nous allons encore, et c'est que tout, bon, nous là, c'est que Touranaba. D'accord. Antoine, c'est vous abîme. Oui, voilà. En face à l'hôpital en nous là. Donc là, c'est rendez-vous à partir des Névets, pour que mon avenir pour nous installer et le web véritablement qui a commencé à partir des 2010. Alors nous avons fait parler là ça et présentation là et puis tout ça. J'ai ça iné. Regardez bien, pas bien, c'est Iné. Et à partir des Iné, là, nous avons des petites festivités poétiques, on des festivités, quoi. On poétique, on coup de musique, festivités, poésie là, qui est faite avec Gilbert Lomor, et partie musicale là, qui est faite avec Philippe Blas. Donc, nous avons un petit bidin, et à partir des Iné, là, nous avons un petit peu manger là. Bien. Nous avons merci de venir. 13h05. Et à 17h, tout bien bout. Tout bien bout à 17h. Bon. Nous avons là pour qu'on y est là. 13h05, nous avons un petit campo et nous allons retrouver nous tout à l'heure parce que nous avons d'autres monde qui nous avons souvent Pierre Justin, Marine Fleury et Sandy Kelly. Donc, il y a là et puis nous allons développer l'information tout de suite. Voilà, je le disais, donc il est 13h13, on a perdu une minute, et je disais qu'on allait saluer les dames qui sont sur le plateau, en commençant par la plus ancienne, Madame Pierre Justin, bonjour. C'est délicat, ça. Oui, c'est délicat, mais en fait, quand je dis la plus ancienne... La plus expérimentée. La plus expérimentée, voilà. Voilà, une bonne métaphore, voilà, la plus expérimentée. C'est une façon. Les deux plus jeunes ensuite, Christelle Martial, bonjour. Toujours la plus jeune. Oui, bonjour. Christelle Martial, journaliste à Guadeloupe Première. Oui, bonjour. La télévision de la radio de l'État. C'est ça, colonial, comme vous dites. Comme je dis souvent. Et Marine Fleury, qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, mais qu'on est content de recevoir, qui est aussi communicante, responsable de la communication d'une grande ville de la Grande Terre. Voilà. Avec vous, tous les deux, on parlera de communication. Mais pour l'heure, M. Geoffroy, bien sûr, il est de la mutualité française et donc tous les 15 jours, ils sont ici. Alors, M. Geoffroy, justement, pourquoi on a invité Mme Pierre Justin? Bonjour. Alors, pourquoi on a invité Mme Pierre Justin? Madame Pierre Docteur Justin, Pierre Justin. Oui. Exactement, docteur en pharmacie. Donc en fait, vous savez que la mutualité française a une mission de prévention. Hein, ça fait des années qu'on intervient sur le terrain. Et on a la chance d'avoir des intervenants de qualité, dont Madame Pierre Justin, qui nous accompagne depuis près d'une décennie, hein, et qui réalise avec nous beaucoup d'actions de prévention ciblées sur le médicament. D'accord. Donc c'est justement pour ça qu'elle est là aujourd'hui, pour justement développer une deuxième thématique, parce que je crois que c'est son deuxième passage. C'est son deuxième passage, mais en même temps c'est son premier pour aujourd'hui. Alors Madame Pierre Justin, merci d'être là, bonjour. Bonjour. Alors vous m'avez donné un terme vraiment, pas connaître les mêmes, l'iatrogénie. Je suis sûr que Christelle connaît ça, l'iatrogénie. Marine non plus. Alors l'iatrogénie, qu'est-ce que ça y est ça écoutez, d'abord je remercie M. Geoffroy, il a présenté des personnes de qualité. Oui. Alors, je vais essayer d'être à la hauteur. Bon, et iatrogénie, ma foi, on l'a grand parole pour dire des choses très simples. Très simples, justement. C'est l'ensemble des effets indésirables, des effets négatifs, inattendus, suite à l'ingestion de médicaments. De médicaments seulement, pas de vaccin. Le vaccin est un médicament. Le vaccin est un médicament puisqu'il entre dans la définition du médicament. Il modifie la santé de la personne pour lui permettre de prévenir certaines maladies. D'accord. Bon, mais pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de vaccin. Non, on parle de iatrogénie parce que voilà, c'est une question sensible, une question importante, une question récurrente dans les politiques de santé publique pour protéger les populations.
Voilà. Alors, mais qui est concerné par cette protection? Tout le monde est concerné. Toutes les personnes qui prennent des médicaments. Alors, les gens qui ont la chance d'être en bonne santé, qui ont la chance d'être entre les deux extrêmes de la vie, et qui prennent comprimés comme ça rarement pour un mal de tête, bon, eux, ils ne sont pas concernés parce qu'ils prennent tellement peu de médicaments, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont concernés sont les enfants en bas âge parce qu'ils ont un système immature pour gérer toutes ces molécules qui arrivent dans leur corps, et les personnes âgées, à pas expérimenter tout seul, c'est âgées, et qui prennent de nombreux médicaments. Alors moi j'aime bien l'image, je ne sais pas qui c'est qui joue au flipper ici, j'aime bien l'image du flipper. Il faut imaginer qu'on avale 5 médicaments, et les 5 médicaments font comme 5 boules de billard, de flipper à l'intérieur du corps, et puis elles se cognent. Alors ça peut faire un tout petit choc, sans problème. Ça peut faire un énorme choc, parce que une molécule agit sur une autre. Quand on dit molécule, ça veut dire un médicament, puisque ce sont des produits de nature chimique, agit sur l'autre. Ceci dit, ce phénomène peut avoir lieu aussi avec l'alimentation, enfin, avec des produits alimentaires qu'on ingère, qu'on avale. Et donc, ce n'est pas propre et exclusif aux médicaments. Mais en fait, on parle de iatrogénie. Si vous buvez trop de Coca-Cola, bon, ça c'est... Bon. Mais si il revient aux professionnels de santé habilités, parce que c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'habilitation, comment je peux dire? Il faut que ça soit un professionnel, un vrai professionnel, si j'ose dire, de santé, habilité à prescrire des médicaments ou à dispenser. Dispenser, c'est le pharmacien, prescrire, c'est le médecin, administrer, c'est l'infirmière. Il faut que ça soit un vrai professionnel de santé qui ait choisi une thérapeutique pour un patient, et là, on se rend compte qu'il y a des soucis. Mais ce n'était pas prévisible, ce n'était pas voulu, et ça a été dans le cadre d'une administration normale. Mais il y a beaucoup de médicaments qui sont vendus sans prescription, justement. Eh bien oui, là, vous touchez du doigt vraiment quelque chose d'important, parce que il y a énormément de gens qui pensent que, bon, j'ai mal au gros orteil, je prends un comprimé, le comprimé va tout de suite dans le gros orteil, direct, sans passer... Non, pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous avalez un comprimé, un médicament, il peut se répandre dans tout le corps, dont le cerveau, etc. Mais en général, il va dans le sang, etc. Et par l'intermédiaire du sang qui irrigue tout le corps, eh bien, il rencontre les autres produits. Et il y a des produits qui font... Madame le docteur, c'est ce que vous dites là, extrêmement grave. Ça veut dire que quand j'ai une prescription avec 5 médicaments par jour, normalement, il ne faut pas rentrer point tous les 5 à la fois. Alors, normalement, et je crois qu'on va en parler peut-être pour une autre fois, normalement, le patient doit d'abord dire l'intégralité des traitements qu'il prend chez le médecin. Parce que je me suis rendu compte au cours de ma carrière, j'ai été pharmacien d'officine pendant plus de 30 ans, je me suis rendu compte, je revois la petite dame qui me disait, ça c'est l'ordonnance pour les yeux, je prends dans telle pharmacie. Ça c'est l'ordonnance du cardiologue, je prends dans telle autre pharmacie. Ça c'est l'ordonnance du médecin traitant dans une 3e pharmacie, et les petites choses là que l'on prend de soi-même encore. Alors, évidemment, on va dire que je milite pour qu'on n'achète que dans une seule pharmacie, encore que ça peut être, là encore, la fidélité peut être intéressante. Ça peut être intéressant dans la mesure où vous avez une personne qui englobe la totalité de ce que vous prenez et qui peut se dire, tiens, Madame Telle, mais vous prenez telle chose de votre médecin cardiologue, par exemple. Eh bien, non, là, il y a un petit problème, là. Ça pourrait vous faire telle chose. Mais si on fait du nomadisme médical, ça veut dire on voit plusieurs médecins, plusieurs pharmacies, plusieurs infirmières, et une seule personne, normalement, gère. Donc, il faut que tu dises au médecin que tu prends régulièrement du Pran, du Egan. Je ne suis pas là pour faire de la pub. Il faut que tu lui dises... Le Pran est très connu en ce moment. Écoute, à part nous là, les feuilles. Ça va. Sans compter que
nos feuilles aussi agissent dans ce sens-là. Parce que c'est vous-même qui dites dans la vidéo qu'on monte on feuille et tu m'as mort. Oui, malheureusement, oui. Henri Médrasier, quoi. Henri Médrasier, le symbole, le genre de caducée, entre guillemets, du syndicat des pharmaciens de la Guadeloupe, c'est une plante de Guadeloupe. Oui. Le thé à sonnette, la fleur à sonnette, pardon, qui a fait des dégâts. C'est un produit que l'on donnait aux enfants contre la grippe, et il y a des enfants qui sont morts. Et on le sait maintenant, ils sont très toxiques. Et pour te donner un exemple dans cette histoire-là, qu'il n'y a pas que les médicaments qui font ça, je revois au cours de ma carrière un grand beau jeune homme, le genre de gars à son âge, on ne prend pas de médicaments, il transpire tellement il souffre. Je me suis dit, à cet âge-là, je ne vois qu'une chose, c'est une crise de colique néphrétique. Alors là, j'ai fait un coup de garder des affaires, peut-être. Et quelques jours après, il est revenu me voir, parce qu'évidemment, l'ambulance est venue le chercher. Sa mère lui avait fait un jus de carambole. Oui. Croyant bien faire, la malheureuse, on fait de notre mieux pour nos enfants. Elle a mis du pomme calebasse dedans et un peu de citron. Ça a pu monter la tension? Non, pas du tout. À son âge, il n'y a pas de problème de tension. Ça a fait précipiter l'acide, entre autres, l'acide oxalique. Le carambole est extrêmement riche en acide oxalique. Donc, par exemple, les dialysés, les insuffisants rénaux ne doivent pas en prendre. Et vous et moi, et vous, mesdames, si vous n'êtes pas spécialement malade, un carambole maximum par jour. Oui, parce qu'on m'a dit que le carambole fait monter la tension. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas que c'est faux. Mais il y a plus grave que ça. Pour moi, la tension monte, elle va redescendre. Oui. Si vous en avez conscience, si vous faites autre... Mais surtout, les insuffisants rénaux, et il y en a énormément en Guadeloupe à cause du diabète, les gens qui ont une insuffisance rénale débutante ou modérée, ou peu importe, ce fruit-là est très riche en acide oxalique. Et pour ce garçon, ça a fait précipiter, c'est-à-dire ça a fait des petits cristaux qui se sont coincés dans les voies urinaires, et c'est une douleur horrible. Alors, comment prévenir cette iatrogénie? Iatrogénie, comment la prévenir? Comme on dit ces dames, par la communication. D'accord. C'est-à-dire, menti pas qu'à guérir vaillant, on doit dire d'abord la vérité au médecin. La vérité au médecin, il faut lui dire vous avez mal au bras gauche et pas au bras droit, pour qu'il puisse, s'il y a cas d'opération, qu'il ne se trompe pas. Il faut lui dire très clairement ce qui se passe, ce que vous avez déjà fait dans votre parcours de santé, quelles sont les autres personnes qui interviennent dans votre santé. Par exemple, il y a un kiné, il y a des infirmières, même si vous voyez un ostéopathe ou bien les histoires les médecines parallèles, quel que soit, il faut que le médecin qui s'occupe de vous ait une vue complète, exhaustive, vraie de votre situation. Et là, comme ça, il sait où il va. Monsieur Léonie Molo, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Guadeloupéen, de manière générale, il consomme trop de médicaments? Ah non, je n'ai pas dit ça. Je pose la question. Non, pas du tout. On ne peut pas dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens n'ont pas toujours conscience qu'un médicament, ce n'est pas anodin. L'idée en arrière-plan de la iatrogénie, ce sont les accidents médicamenteux. Alors, vous prenez trop de médicaments, si vous n'avez pas fait de la prévention, comme dit M. Geoffroy, il est là pour faire de la prévention. Déjà, tout bêtement, par exemple, quand vous vous brossez les dents, vous faites de la prévention de la carie, de la maladie carieuse. Quand vous essayez de ne pas grossir, vous faites de la prévention de l'obésité et secondairement du diabète, etc. Donc, si vous faites de la prévention, si vous êtes, si vous faites attention à ce que le médecin a dit, si vous jouez franc jeu, si vous êtes observant, observant, ça veut dire prendre les médicaments comme on vous a dit de prendre. S'il y a un problème, vous le signalez. Et dans certaines situations, le médecin vous donne l'autorisation, dans une certaine mesure, d'ajuster. Mais normalement, il ne revient pas au patient d'ajuster parce que le regard que vous avez sur votre traitement médicamenteux n'est pas celui du médecin. Donc, on ne peut pas dire qu'on prend trop de médicaments. On va dire plutôt, faisons, comme a dit M. Geoffroy,
de la prévention. Et quand malgré tout la maladie arrive, on fait des traitements comme ça a été prévu, en jouant franc jeu, en disant les choses clairement. Si vraiment un médicament ne vous va pas, il faut le dire. Le médecin n'est pas là pour vous obliger à prendre un médicament qui vraiment ne va pas. Alors, Madame Justin, je vous remercie. On va faire un checking. Je demandais à ces deux personnes, une journaliste et une communicante, comment elles ont perçu votre intervention. Marine. Je commence par moi. Donc bonjour à tous. Alors moi, de ce que j'ai compris, d'entrée de jeu, vous avez parlé de bébé, donc forcément, vous avez parlé d'enfants, voilà. Oui, donc forcément, ça m'a attiré l'attention parce qu'il y a un jeune bébé à la maison. Ce que j'ai retenu au final, c'est de faire attention donc, à la consommation, si on peut parler de consommation, hein, de médicaments qu'on pourrait en tout cas prendre, faire attention à être honnête en face de son médecin traitant ou des médecins qu'on voit, des pharmaciens, et essayer de centraliser, d'avoir un seul interlocuteur pour que la personne ait une vue d'ensemble un peu sur notre état de santé, la consommation de médicaments, voilà. Et éviter l'autoconsommation au final, c'est ça, un peu On doit rester dans des limites modestes de l'autoconsommation, de l'automédication. De l'automédication. Eh bien, voilà, merci de ce ressenti. Christelle, et toi? Alors, moi, j'ai trouvé que votre message était clair et donc l'information est passée. Évidemment, j'ai des questions. Puisque, c'est gratuit, c'est gratuit. Puisque je trouve qu'il y a un vrai retour en Guadeloupe au naturel, remède rasier, encore plus pendant cette pandémie. Et c'est vrai qu'on sait que telle plante, ça bon pour ça, ça bon pour ça, ça bon pour ça. Et souvent, on ne sait pas dans quelle posologie finalement. Et du coup, est-ce qu'on peut utiliser le même mot pour les médecines un petit peu parallèles, ou on est là que sur du médicament chimique, entre guillemets, la iatrogénèse. Est-ce qu'il y a iatrogénie pour les remèdes rasiers? On n'arrivera pas à le prononcer aujourd'hui. Voilà, en tout cas, je vais l'écrire. On pourrait l'utiliser parce que quand vous avalez un comprimé de prane, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Dosé à 500 mg, à 1000 mg, etc. On sait qu'il y a tel et tel excipient. Quand vous avalez une infusion du plus petit brin d'herbe là qui est dehors dans la citronnelle, par exemple. Il y a X molécules dedans et on ne les connaît pas toutes. Wow. Alors, le travail des gens de pharmacognosie, comme notre Joseph-Henri National, qui a fait un gros travail, comme les gens du réseau Tramil, qui sont des médecins, des pharmaciens, des sociologues, etc., qui ont réuni dans toute la Caraïbe les usages que les populations avaient de telle ou telle plante. On se dit, bon, comme en statistique, il y a un regroupement des informations, donc probablement que cette plante-là a une efficacité. Et après, en laboratoire, on passe à des études. Sauf que ces études n'ont pas pu être faites pour toutes les plantes. Et diffusées, et surtout pas diffusées. Alors, voilà, il y a le réseau Tramil qui fait un très bon travail. Et donc, en l'absence d'études sur les plantes, il faut raison garder. C'est ou pas connaître, pas manier. Parce que on a parlé tout à l'heure du fleurassonnette. Oui. Il y a une petite fille qui avait mâchouillé pendant que sa grand-mère faisait de l'huile carapate. Elle a mâchouillé les graines de carapate. Et nous, ça nous paraît tellement banal, etc. Elle s'est retrouvée aux urgences. Donc, on va prendre, j'espère que ma réponse sera adaptée à la question, on va prendre pour se soigner en automédication phytothérapique les plantes, comment dit-on ça, confirmées par l'usage et par les scientifiques. Par exemple, le tout bête corosol, pas corosol à chien, corosol. Feuille à corosol. Feuille à corosol, qui est sédatif, que l'on met dans le bain pour les bébés. Eh bien, on a parlé de Parkinson antillais. Parce que, évidemment, les Antillais, même les Antillais de France, qui sont nés là-bas, etc., ils ont un peu gardé cette façon que nous avons de nous soigner avec des plantes. Alors, retour au naturel, je veux bien, mais tout ce qu'on fait, il faut être cadré. À consommer avec modération. Parce que ce n'est pas parce que c'est une plante que c'est complètement inoffensif. N'oublions pas que nos ancêtres, pas les Gaulois, n'oublions pas que nos ancêtres liquidaient avec du manioc, avec tel manioc, pas tous les maniocs, pas celui qu'on mange là.
Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que le manioc, s'il n'est pas parfaitement fermenté, la molécule d'acide cyanhydrique, c'est pas rien, n'est pas détruite, n'est pas... D'accord ? C'est fascinant, c'est fascinant. J'aimerais parler encore avec vous, mais Danick va m'en vouloir. Mais non, mais si j'ai une dernière question, tu peux poser, il vous reste 1 minute et demie. Non, mais ça peut faire... Parce que la pharmacopée antillaise est très intéressante, elle est très riche, et comme Danick disait, les études ne suivent pas. Vous parliez du réseau Tramil, effectivement, tout est référencé, mais on n'a pas encore de retour sur... par exemple, moi j'ai du Doliprane chez moi, je vais prendre... Lequel? Les feuilles à Doliprane. Non, feuilles à Doliprane. Oui, d'accord. Donc, moi, je serais capable d'en boire une petite tasse comme ça, toutes les 3 heures. Mais juste parce que, bon, c'est bon et parce que je me dis, ça ne peut pas me faire de mal. Mais là, pour le coup, vous avez... voilà. Je vais me calmer. Voilà, parce que justement, il y a 2 feuilles ici qu'on appelle Doliprane et Efferalgan. Il y a eu une communication dans une rencontre d'ethnobotanistes, etc., pour dire que dans ces 2 feuilles, il n'y avait aucune molécule qui ressemble aux 2 spécialités que l'on vend en comprimé, etc. Donc, comment l'usage est parti dans la population, on ne sait pas. C'est pour ça que les sociologues interviennent, les ethnologues interviennent, etc. Mais soyons prudents dans quelque chose qu'on connaît à peine. Il y a encore tout à faire, finalement. Et peut-être qu'il faut des financements aussi. C'est ce que j'allais dire, parce que ça coûte très cher de faire des études. Oui. Et puis, l'actualité nous le rappelle dramatiquement. Vite et bien, pas qu'à y ensemble. Quand on met vite un truc sur le marché, on dit aux gens, allez, prenez, c'est bon. Il faut des années pour un médicament. Oui. Il faut des années. Et encore plus pour un vaccin. Voilà. Denis a dit. Je n'ai rien dit, moi. Mais, non, c'est moins dit. J'assume. Sur les plantes, il faut des laboratoires. Des laboratoires financés. Il faut des études. Et des expérimentations. 3 espèces animales différentes. Sur les rats, sur des lapins, sur des trucs. Après, on sacrifie les bêtes, on regarde leur foie, on regarde les femelles. Donc, c'est très lourd financièrement. Bien, nous allons arrêter pour aujourd'hui là, mais on vous retrouve la semaine prochaine pour autre chose, c'est sur la consommation des médicaments, mais nous ne pouvons pas aider ça aujourd'hui là. Parole avec panifin, effectivement, on s'arrête. 13h33, pause, et on se retrouve avec les 2 autres femmes qui sont là. On remercie M. Geoffroy. Un petit mot, M. Geoffroy? Elle est bonne dans la prévention. Hein? Je vous ai dit ça, et vous voyez, par exemple, les médicaments, c'est très vaste et il y a énormément de sujets qui peuvent être traités. Par exemple, il y a la polymédication qui a été abordée aussi, chez les seniors, etc. Il y a énormément de sujets. On a déjà quelque chose en boîte. La biothérapie, par exemple. Un médicament, c'est jamais... La femme enceinte, etc. Voilà. Pause, et on se retrouve bientôt avec Mme Pierre-Justin, qu'on retrouve toujours avec plaisir. Merci. Voilà, c'est ça l'expérience. Il experte. Voilà, c'est le dernier plateau du ZCL News. On fait juste un petit point Covid, puisque hier, c'était comme chaque mercredi, la conférence de presse Covid, faire le point. On le regarde rapidement sur le reportage d'Olivier Félix. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est celui de l'application du pass vaccinal en Guadeloupe. Vous savez que ce pass vaccinal, si je veux essayer d'être le plus simple possible, c'est une transformation du pass sanitaire qui est en vigueur aujourd'hui en pass vaccinal, à 1 ou 2 exceptions près, sur quelques établissements. Je pense notamment aux établissements de santé qui vont rester couverts par le pass sanitaire pour les visiteurs, pour ceux qui viennent dans les établissements, ou pour les questions d'âge, puisque pour le pass vaccinal, il va s'appliquer pour les plus de 16 ans. Donc pour les 12-15 ans, ça restera le pass sanitaire qui sera en vigueur. Mais l'idée, c'est vraiment de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. D'ailleurs, c'est le cas en France hexagonale depuis le 24 janvier dernier, où ce pass vaccinal est appliqué. Le pass vaccinal, vous pourrez l'utiliser si il y a 3 conditions possibles qui peuvent être mises en œuvre. Premièrement, vous présentez un schéma vaccinal complet. Et vous avez une attestation qui permet d'être vérifiée soit par papier, soit de façon électronique avec votre téléphone portable, soit vous avez un certificat de rémission du Covid, c'est-à-dire que vous avez été malade du Covid et vous êtes en phase de rémission. En phase de rémission, c'est-à-dire que vous êtes en phase dans laquelle vous avez plus de 11 jours après un test positif et cette phase de rémission dure
aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 6 mois, et à compter du 15 février, elle ne durera plus que 4 mois. Mais pendant cette phase-là, vous ne pouvez pas être vacciné, donc vous pouvez satisfaire au pass vaccinal ou vous avez un certificat de contre-indication à la vaccination. Je retire le dernier point parce que c'est plus anecdotique, mais concrètement, quand on regarde les chiffres de la vaccination, schéma vaccinal en cours ou schéma vaccinal complet, et les gens qui pourront satisfaire d'un certificat de rémission, quand on additionne tous ces chiffres-là, on a plus de 2/3 de la population guadeloupéenne qui peut satisfaire au pass vaccinal à horizon entre le 1er mars et le 1er avril, si on regarde sur le mois de mars. Ces éléments de contexte et le fait que nous avons donc ces 2/3 de la population qui peuvent satisfaire au pass vaccinal nous ont conduit, avec les élus avec lesquels j'ai travaillé ce sujet, en lien évidemment avec Madame la directrice générale de l'ARS, à préconiser une mise en œuvre de ce pass vaccinal à compter du 7 mars prochain, donc juste après les vacances carnaval, et de manière progressive. À compter du 7 mars, le pass vaccinal sera mis en œuvre pour les établissements recevant du public de type culturel, le cinéma, théâtre, les musées, les endroits dans lesquels sont organisés les séminaires et les salons, notamment les séminaires et salons professionnels. Et 15 jours plus tard, donc à compter du 21 mars, pour le reste des établissements recevant du public et les autres activités, les activités sportives, l'hôtellerie et la restauration. Donc l'idée, c'est qu'on attende que le vaccin Novavax soit présent, qu'on ait un maximum de personnes qui puissent satisfaire au pass vaccinal, c'est-à-dire entre mars et avril, et qu'on le fasse de manière étagée, de manière à laisser le temps aux gens de pouvoir se faire vacciner. Nous ne ferons pas de commentaires aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, deux communicants de deux domaines différents. Une journaliste, Christelle Marchal, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Merci. Enfin. Merci. Et Marine aussi, qui m'avait promis il y a très longtemps aussi de venir. Alors, je vais commencer par Marine. Marine, le métier, parce que il faut le dire, cette émission-là, elle est faite avec le BTS de communication du lycée Géronville-Riache. Donc, les étudiants regardent, les étudiants qui font des études de communication et qui demain, peut-être seront en communicant. Hier, j'ai rencontré Mme Malie Alain qui m'a dit je regarderai l'émission avec Marine parce que Marine a été chez moi en stage. Alors, comment ça a commencé là, comme chez vous? Alors, la communication, donc me concernant, donc je l'ai pas, ça n'a pas été une voie sur laquelle je me suis dit tiens, j'ai mon baccalauréat, je vais faire de la communication, parce qu'on ne connaissait pas le métier. C'est des métiers sur lesquels on ne parlait pas trop à l'époque, enfin, me concernant. Donc, à l'issue du bac, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je veux faire? Je sais que je travaille dans le monde de l'entreprise. Donc, mon entreprise, je me suis dit, tiens, ben, il y a le DUT gestion entreprise et administration, qui est maintenant justement à Saint-Claude. Oui. Moi, quand j'ai commencé, il venait, je crois que c'est l'année où je suis partie faire mes études dans l'Hexagone, il venait d'être lancé, voilà. Donc, on avait fait le choix avec mes parents, donc, de partir plutôt dans l'Hexagone. Et de là, j'ai découvert qu'est-ce que le monde de l'entreprise, mais de la façon théorique. La comptabilité, les ressources humaines, gérer son budget, un peu de communication, un peu de marketing, la partie négo, commerciale, etc. Et en deuxième année, on nous demande déjà de nous spécialiser. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent faire que de la compta finance? Est-ce qu'il y en a qui veulent faire que des ressources humaines? Et moi, finalement, je me suis dit, ça serait plus le marketing communication. Parce que trop de chiffres avec la compta, juridique, RH, pas trop. Donc, voilà, marketing communication. De là, en DUT, c'est une filière quand même technique, générale mais technique, parce qu'à l'issue, on a quand même un stage de fin d'année. Donc, premier stage de découverte du monde de l'entreprise en communication. Donc moi c'est comme ça, voilà, j'ai commencé dans la communication avec un premier stage à l'étranger et de là je me suis dit ouais, ça me plaît beaucoup, on fait du relationnel, on gère des relations presse, mais en même temps on doit connaître l'administration de l'entreprise dans laquelle on travaille, donc on apprend énormément, quels que soient les domaines. Moi, dans mon parcours, j'ai travaillé aussi bien dans le privé, dans le public. On touche à des secteurs d'activité complètement différents, donc c'est ce que j'aime aussi. Et puis finalement, on se retrouve à être proche des gens, à écouter les métiers, à découvrir leurs valeurs et puis à faire la promotion de tout ça. Donc c'est de là que je me suis dit, ouais, finalement, la communication, j'aime bien. Voilà, alors Christelle, même question. Qu'est-ce qui t'a amené au journalisme? La communication. Ah bon, finalement? Ouais, la communication. Moi, du coup, Moi, j'étais déjà très intéressée par tout ce qui était communication, un peu moins le marketing, mais la communication. Et moi, j'ai fait des études de communication. Ah bon? Donc, ouais. Des études classiques de communication. Communication et ingénierie culturelle. D'accord. Donc, j'ai commencé par ça.
Et j'ai travaillé aussi en agence. Je salue d'ailleurs André Corosine Simoneau, qui avait une agence phénoménale à l'époque. Moi, j'ai travaillé avec elle longtemps. J'ai été formée dans ça. Et finalement, le journalisme, en fait, m'a rattrapée. Parce que ce qui me gêne, et on aura peut-être l'occasion d'en parler avec la communication, c'est qu'on travaille pour quelqu'un, quoi. On travaille, il y a un client et donc on doit porter... et des fois, les valeurs du client et mes valeurs rentraient en conflit et donc ça devenait compliqué. Et en même temps, après la communication, le journalisme était déjà là. Donc j'écrivais déjà, c'était les débuts, je suis très vieille, les débuts d'Internet et tout ça. Donc moi, j'écrivais déjà par ailleurs pour des choses. Et puis finalement, le journalisme m'a happé, donc tous les petits médias qui commençaient en Guadeloupe, moi, m'ont vu arriver ici aussi. Bonjour, je voudrais travailler. Et c'est comme ça que c'est venu. Et c'est comme ça que c'est venu. Et finalement, le journalisme, mais ça, c'est vraiment personnel et plus aligné à ce que je suis. Voilà. Alors, Marine, en tant que communicante, je le dis parce que les étudiants de BTS regardent en ce moment, comment s'organise une journée d'une communicante dans une collectivité? Alors, ce qu'il faut préciser, voilà, moi, mon métier, donc directrice de la communication donc, dans une mairie, commune, la ville de Sainte-Anne, donc dans la fonction publique territoriale, pour situer. Donc, c'est un métier... Alors, la communication, je peux prendre une journée type, celle d'hier de ce matin, voilà. L'idée, c'est que moi, j'encadre une équipe dont on est 4 avec maintenant un jeune en service civique, une jeune, donc ça fait 5 personnes. Donc il y a un infographiste, 2 assistantes com avec une spécialisée sur la com interne, parce que je gère à mon niveau la com interne, donc à destination du personnel des agents, et une autre qui est spécialisée dans la gestion de projet, comme les nouveaux métiers du digital. Pas de community manager? Elle fait partie, alors la fonction et un photographe. Et dans la fonction publique, ce sont les nouveaux métiers. Le numérique, on en parle tout de suite parce que ça a révolutionné nos métiers. Moi, ça fait 10-12 ans que je travaille maintenant dans la communication. Et au début, il n'y avait pas de community manager. Ah non, il n'y avait pas ça. C'est tout juste avec le Facebook qui commençait à pointer du nez. Et il y a 6 ans, quand tu m'as connue à la région, du coup, c'est là que la vague est arrivée. Donc, les comptes existaient, pourtant on avait un compte région Guadeloupe, Twitter Guadeloupe, région Guadeloupe, mais ils n'étaient pas alimentés, en fait, on ne savait pas trop, il n'y avait pas de personnes formées. La fonction publique, en général, on rentre par voie de concours. Il n'y a pas de concours communication ou community management dans la fonction publique. Absolument pas. Donc, on a été chercher soit des journalistes, des chargés de communication, ou d'autres se sont formés aussi comme moi sur le terrain en fait. Donc on a appris, c'est le web. Si ça nous intéresse, on se perfectionne, on apprend, on regarde comment ça se passe, comment les autres collectivités fonctionnent, et puis on crée sa stratégie, et on la fait évoluer. Et donc le matin, tu fais un round-up avec une espèce de comité de rédaction, en fait. Oui, brief avec l'équipe, obligé, pour savoir quelles sont les urgences, sur quoi il faut qu'on travaille là. C'était fin d'année. Tu vas dire, j'ai oublié ton agenda. Mais oui. Mais c'est vrai, ça. Voilà, oui, je l'avais mis sur le bureau, tu vois, en partant, je l'ai oublié. Donc fin d'année, début d'année, c'est l'agenda, le premier magazine de l'année, et puis finalement les projets de la vie municipale continuent. Donc ce matin, on était en tournage avec Canadis, avec un de tes confrères, pour une opération coup de poing nettoyage des déchets sur le port de pêche, sur l'avancée des travaux des routes. Voilà, et finalement, donc, mon quotidien, c'est ça, c'est du terrain, c'est du bureau, c'est du web. Donc voilà, on gère à peu près tout. Alors, Christelle, pas tellement de ton quotidien, on connaît aussi bien, mais je vais demander une autre question connexe. Qu'est-ce que les fake news ont porté aux journalistes ou n'ont pas porté aux journalistes? Alors ça, c'est une grande question. Il faudrait qu'on en parle plus longuement. On en parlera plus longuement autre part. Mais effectivement, avec la révolution de ces technologies, tout le monde est devenu un petit peu communicant et journaliste. Voilà. Donc, du coup, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde est persuadé d'avoir une vérité. Ce que ça a emmené pour nous, journalistes, donc journalistes, je fais pas de différence de journaliste encarté, pas carte de presse, c'est pas ça. Journaliste professionnel, donc c'est l'activité principale. Ce que ça nous a donné plus de boulot. Oui. Parce que du coup, on est obligé de détricoter les fake news. Oui. Donc, nous, on vérifie d'où ça sort, qui a dit ça, depuis combien de temps ça... Et pendant ce temps-là, les vraies news, elles sont mises à côté parce qu'on perd un temps. Et on l'a vu vraiment dans cette pandémie là depuis 2 ans.
C'est qu'il y a des choses qui sortent sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut dans plein de groupes sociaux, plein de RS, plein de réseaux. Plein de réseaux, donc oui, on a entendu ça, vous n'avez pas parlé de ça, mais donc il faut leur expliquer que, bon, on n'en a pas parlé, pourquoi? Parce que c'est faux, parce que ça vient de là, parce que c'est une ancienne vidéo qui tourne depuis 5 ans et qui ressort maintenant. Donc ça nous fait perdre beaucoup de temps, mais on est obligé de le faire. Tu vois, tu as été victime d'un fake news? Quand on dit victime, ça dit une info qui n'était qu'on croyait pas. Non. Tu fais pourquoi? Toujours... Parce que moi, je crois. Tu passes au crime. Je crois pas dans la force des réseaux. Je suis pas pour l'info tout de suite. Oui. Moi, je crois que l'info, véritablement, elle demande du temps. Ouais. C'est pas au premier sorti. Non, c'est pas grave. L'important, c'est que les téléspectateurs ou les auditeurs aient l'info. Oui. Quand il y a à 14h20 ou quand il y a à 6h du matin, il faut que l'info soit là, claire. Voilà, l'info. Donc moi, je cherche qui a dit ça, combien de personnes ont repris, pourquoi, si c'est des médias sérieux qui l'ont sorti. Ouais, moi, j'évite de tout croire. Je suis un peu... Marine, l'autre question, comment s'organisent les relations avec les journalistes? Alors, parce que souvent, les journalistes disent, nous sommes pratiquement, entre guillemets, au service des communicants. On a l'impression. C'est une impression. Oui, j'ai bien dit c'est une impression. Voilà. Parce que nous, même si notre travail à toutes les deux reste l'information, de toute façon, moi, l'information à destination donc, des usagers, des résidents de Sainte-Anne, en tout cas, par rapport au territoire, c'est de pouvoir, en tout cas, vous adresser, vous qui êtes les relais médias, qui ont une plus grande vitrine, en tout cas médiatique, télé, radio, sur le territoire. Donc, c'est de vous envoyer les bonnes informations au bon moment. Donc, on parlait de bonnes informations. Hein. Donc, nous aussi, en interne, on a le devoir de rechercher la bonne information, d'appeler, savoir est-ce qu'il y aura cantine ce matin, fermeture des écoles. J'appelle le responsable de la cuisine centrale. Est-ce que les denrées ont bien été livrées parce qu'il y a eu des barrages ou pas sur la route? Est-ce qu'on est en capacité de livrer les repas dans les cantines? Donc, j'appelle ma collègue du pôle enfance-éducation. Tout est lié. Ensuite, moi, au final, je fais la synthèse de toutes ces informations-là et je transmets à la presse pour qu'elle puisse... Sous forme de communiqué, exactement. Alors, communiqué papier ou communiqué web, comment tu fonctionnes? Alors, j'ai toujours ma trame... Alors, papier, le communiqué, je le tape sur Word, si on peut parler de ça du papier. Oui. Ensuite, je l'envoie par voie numérique, par mail aux journalistes. Quand il y a des choses très urgentes ou en fonction des journalistes qui ont une affection particulière pour un sujet, donc je peux leur en transférer à eux particulièrement par WhatsApp, on gagne du temps. Donc, tout va dépendre du sujet. Mais en général, on envoie à toutes les rédactions. Comme ça, tous les médias sont sûrs d'avoir l'information et charge à chaque média de la traiter... comme il veut, j'ai envie de dire, au moment où il souhaite, au journal du 13h, journal du soir, venir faire un reportage radio. On tient compte du journal qu'on envoie une info? On essaie ici, alors, en fonction des informations. Là, on parlait des écoles, par exemple, c'est une information... Bon, généralement, c'est malheureusement que la cantine ne va pas fonctionner le matin à 8h, donc les parents sont déjà devant les portes de l'école, malheureusement. Quand on peut anticiper, on avertit 2-3 jours avant, une semaine à l'avance, quand on peut, mais souvent, ça arrive au jour le jour. Donc, c'est le matin, donc le temps de faire la recherche de toutes ces bonnes informations-là, il peut se passer des fois 1 heure ou 2 quand même. Donc le délai là, donc si j'ai terminé à 10h... Sans compter les réseaux qui vont fonctionner avant. Parce que les parents d'élèves qui sont devant le collège, ils vont envoyer... Nous, c'est nous la difficulté parce qu'on veut faire un travail de qualité, avoir la bonne information et savoir dire c'est fermé aujourd'hui, mais est-ce que ça le sera demain, après-demain ou pas, et donc pour ça, il faut que les services puissent avoir le temps de faire remonter les informations et nous de tout synthétiser. On ne va pas faire des communiqués tous les 5 minutes en disant bon, à 10h c'est ouvert, à midi on réouvre peut-être, à 13h finalement non c'est refermé. Donc il faut qu'on puisse faire un communiqué le plus fiable possible. Donc ça prend un petit peu de temps, on essaie d'aller au plus vite et puis après on transfère par les... Christelle, alors la question inverse, comment tu travailles avec les communicants? Tu travailles avec les communicants. Oui, alors voilà, c'est-à-dire que Marine, elle fait partie d'une nouvelle génération, j'ai envie de dire, de communicants, donc les choses sont un petit peu plus apaisées, mais il y a des communicants qui pensent que nous aussi on est leurs communicants. Voilà. Ça, c'est pas possible. Moi, qui te bombardent d'infos. D'infos, c'est bien écrit, c'est joli, effectivement, toute l'info est là, sauf qu'on n'a pas le même objectif et on n'a pas la même idée derrière la tête. Vous travaillez par exemple pour une collectivité, donc la com va être la collectivité elle travaille, elle fait ça, elle va moi mon travail ça va peut-être de parler du contentieux que la collectivité a avec tel ou tel administré. Donc on fait pas le même travail. On peut
on peut s'appuyer les uns, enfin nous en tout cas on peut s'appuyer pour il y a une visite à telle heure, ok, voilà pour les questions pratiques. Mais moi personnellement. Est-ce qu'il y a une confiance dans nos communicants? Est-ce que le journaliste c'est de l'humain, c'est un métier humain quoi. Oui. Donc et vice versa. Ça dépend de la. Enfin, moi, en tant que je suis agent public, donc j'ai une façon de travailler qui sera différente peut-être du privé, ou peut-être de d'autres collègues aussi du public, mais on a quand même un devoir de sincérité, de plus en plus de transparence auprès de la population. Et d'honnêteté. Donc oui, c'est ça même dans mes communiqués, j'essaie toujours de nuancer le propos, parce que oui, on fait tel projet, mais peut-être que ça va prendre plus de temps que prévu, mais en même temps ne pas l'annoncer à la population qu'on a commencé à travailler sur le projet. Oui. Est-ce que, en termes d'honnêteté, vaut mieux. Qu'est-ce qu'on préfère finalement? C'est bien aussi de travailler avec la population. Est-ce que vous préférez être informé que la collectivité commence à travailler sur un projet, même si le projet sera abouti que dans 1 an ou 2 ans, ou vous préférez juste savoir quand est-ce que le projet sera terminé? Finalement, c'est ça la question. Alors, il y a un souci, c'est le dernier aspect, mais je dis tout de suite qu'il y aura une émission spéciale avec des communicants et des journalistes spéciaux, un ZCL spécial, qui ça. En période électorale, c'est plus compliqué. C'est très compliqué, notamment avec les chargés de com du public. Quoi. Du public. Et même du privé. Moi, j'ai travaillé en agence pour des candidats. Quoi. Donc c'est plus agressif, on va dire. Donc c'est à nous, journalistes, de ne pas tomber dans... Mais on crée des liens, parce que voilà, on s'envoie des mails toute la journée, on se parle au téléphone. Donc il y a des chargés de com avec qui ça passe mieux. Quand l'info vient d'eux, on dit attends, j'avais pas le temps, je vais regarder. Et puis il y en a d'autres, voilà, donc c'est un métier, c'est de l'humain, quoi, mais on va pas au même endroit. Faut pas perdre ça de vue. On n'est pas, nous, des communicants. Dernière question, est-ce que c'est un métier compliqué? Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par compliqué. D'une manière générale. Pour tout un chacun, alors c'est un métier qui a des contraintes, comme beaucoup d'autres métiers. Il faut être disponible, j'ai pas envie de dire le H24, mais presque. Mais presque. Tous celles qui sont venues avant toi m'ont dit ça. Oui, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié. Même pendant les vacances, ou même quand il y en a eu qui étaient malades de Covid, il faut continuer à travailler. Parce qu'en attendant, il y a la gestion de crise qui doit se faire, il y a les communiqués qui doivent sortir. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe. Il y en a, c'est pas le cas. Elles sont toutes seules ou à 2, donc il faut que l'information sorte. Donc on a parlé des contraintes, c'est un métier où il faut être polyvalent, toujours se former. On a parlé du web, des nouvelles générations du nouveau métier du numérique. Il ne faut pas oublier non plus le format papier, les habitants qui n'ont pas d'outils numériques, comment ils font pour avoir l'information, il ne faut pas les oublier, les perdre de vue non plus. Mais pourtant, ça coûte, c'est des dépenses de faire imprimer un magazine pour aller donner l'information, les distribuer. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Donc il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes de temps, on a parlé d'immédiateté de l'information et puis de la gestion humaine. En tant que manager, il faut pouvoir gérer les équipes. Christelle, c'est difficile d'être journaliste aujourd'hui en Guadeloupe en période de pandémie. Non, il y a des inconvénients, mais je pense que ces métiers-là sont des métiers passion. Donc soit on aime, soit on n'aime pas, et si on n'aime pas, on fait autre chose. Mais moi, travailler dans mon pays, à faire ce que j'aime, pour moi, c'est pas difficile, quoi. Même en temps de pandémie, c'est houleux parce que on représente un média, parce que les gens sont d'accord, sont pas d'accord, mais c'est le jeu, c'est le jeu en période de crise sociale. On sait bien que tout c'est la faute aux médias. Bien sûr, période, on en sait quelque chose. Évidemment, donc c'est le prix à payer, c'est le jeu. Moi, je dis aux jeunes là, qui nous regardent que ce sont les plus beaux. D'habitude, je dis c'est le plus beau. Mais là, je vous inclus, Marine. Ce sont les plus beaux métiers au monde. On rencontre des gens à l'appel, on rentre dans des endroits... Et on vient sur les plateaux de télévision. Oui, on se fait des amis, on rencontre des gens que le commun des mortels ne rencontre pas. C'est un métier passion, il faut l'aimer. Si vous l'aimez, faites-le et vous le ferez bien, quoi. C'est tout. Pareil. Mais écoutez, je vous remercie. 14h30, on a débordé de 3 minutes, mais en fait, on a récupéré mais oui, Jordan, on a récupéré les 2 minutes qu'on avait perdues. En début de ZCL, on a reçu Henri Dorol du CIPN, parce que c'est le 30e anniversaire du CIPN. Il y a un webinaire qui se fait dimanche, à partir de 10h. Karine Meilleux, qui est psychologue, nous a parlé du stress et de la façon
dont... je ne sais pas si elle a vraiment dit si on peut guérir du stress, mais enfin, elle a décrit un petit peu, c'est pas de maladie, mais enfin, cette situation. Après, on a reçu Christelle Martial et Marine Fleury, une journaliste et une communicante dans le cadre de ce partenariat avec le lycée. Mais avant, on a discuté, on a reçu aussi Madame Pierre Justin, qui est docteure pharmacienne et qui nous a parlé un petit peu de cette nouvelle façon d'aborder le médicament. Ça s'appelle l'iatrogénie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre trop de médicaments, les ou pas savent qui j'ai encore fonctionné par rapport à un médecin. Ça demande beaucoup d'efforts. Voilà, il est 14h04, on vous dit merci. Demain, on se retrouve... on aura une écrivaine demain. Tu l'as pas encore reçue, mais je te dis Catherine Kozak, tu connais? Je la connais, je l'ai pas encore reçue, effectivement. Elle a écrit un bouquin. Je n'ai pas encore reçu le livre, parce que moi j'aime bien lire avant. Ouais, je sais, le vendredi, il y a cette chronique. Papier d'identité, le vendredi, dans le journal de 7h. Là, je suis sur la série d'Harry Broussillon qui parle de nos rapports au travail, donc c'est de la négativité au travail. C'est le volume 2 demain. Voilà, il est 14h04 cet après-midi, dans quelques heures, dans 2h30, 3h à peu près, vers 16h, on va recevoir Naïla dans son ZCL Events. Elle reçoit, je crois, Luc Saint-Éloi, puisque c'est le Black Month Story. Tu seras au cinéma demain. C'est un mois formidable qui commence. Non, je sais où je vais dire ça. Il y a des super films à Franklin à voir. Ah ouais, et Twist à Bamako aussi. Et des livres à découvrir à la bibliothèque chez nous. Et il y a des livres à découvrir à la bibliothèque. Mais oui, tout le mois de février. Voilà, c'est bien sûr. Mais là, la culture fonctionne quand même, malgré tout. Black History Month. Merci Jordan pour les petites 4 minutes qu'on t'a volées. Demain que Mario. C'est fini pour aujourd'hui. Ciao, bye bye, à demain.